Bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux, messieurs, mesdames les élus, merci de votre accueil. Merci à l'association qui organise ce soir cette réunion d'information sur le sujet haut, comment grave. Donc, effectivement, ce film qu'a réalisé Charles Timon fait 1 heure, 1 heure et demie, vous le retrouverez sur Internet, et qui a été vu 800 000 fois. Alors, moi je vais d'abord me présenter, et puis ensuite je vous ferai la conférence. Tout d'abord, il faut savoir que ça fait déjà 14 ans que je lutte contre l'implantation d'éoliennes. Ça fait déjà des années, puisque, comme vous, j'ai été confronté dans l'Orne à un projet de 13 éoliennes à 800 mètres d'un logis du 17e que j'étais en train de complètement rénover. Je l'ai su par hasard dans une supérette, et c'est ce qui m'a amené à être devant vous aujourd'hui, parce que ça a changé ma vie, et ça change souvent la vie des personnes qui sont confrontées à ce problème. Dans ce cadre, j'ai dénoncé les prises illégales d'intérêt, la corruption dans l'éolien, qui consiste pour l'élu à avoir des intérêts personnels dans les décisions pour lesquelles il délibère. C'est la prise illégale d'intérêt. J'en ai dénoncé un grand nombre, j'ai fait un guide, il y a eu 250 plaintes pour prise illégale d'intérêt. Les promoteurs ont même essayé de faire changer la loi sur les prises illégales d'intérêt. Et le service central de prévention de la corruption du ministère de la Justice, qui était une autorité du ministère de la Justice avec lequel j'étais en relation, a émis une alerte en 2014 dans son rapport d'activité. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'émissions de télévision. Et comme le gouvernement était très content, eh bien, le service central de prévention de la corruption a été dissous. Ensuite, j'ai dénoncé le tarif de rachat des éoliennes en mer en particulier, puisque j'ai des implantations là-bas, un projet de 70 éoliennes entre les îles-Dieu et Noirmoutier. 80 km sur 80 km², 70 éoliennes. 80 km, c'est plus que la surface des îles-Dieu et Noirmoutier réunis, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est des éoliennes de 220 mètres de haut. Et j'avais dévoilé, puisque là vous avez dans le documentaire, mais on aura l'occasion d'y revenir, j'avais découvert avec un journaliste que le tarif de rachat des éoliennes en mer, c'était 220 € le mégawattheure. Vous vous souvenez qu'on en a parlé tout à l'heure, on avait un prix d'achat à 35 €, un prix marché. Tout ça a un peu changé, on y reviendra. Et donc j'avais dévoilé ce tarif, et il y a eu une campagne avec le Figaro qui a contraint le gouvernement à baisser cette subvention. Alors pour être précis, les subventions totales pour les éoliennes en mer, donc les 6 parcs d'éoliennes entre Tréport et Noirmoutier, il y en a 6, à peu près 400 éoliennes, c'était 40 milliards €, pour vous donner un ordre d'idée. Donc toujours en prix garanti, hein, qu'on ait besoin ou pas d'électricité. Toute production d'éoliennes, ça faisait 220 €. Donc le gouvernement a déposé un amendement de renégociation, c'était un peu too much. Et Macron a dit, et le gouvernement a dit, on va faire du 90 € le mégawattheure. Résultat, négociation, 180 € le mégawattheure. Ils sont très bons négociateurs, en général. Donc vous voyez, ces deux anecdotes vous prouvent que ça fait des années que tout ça traîne. Et à chaque fois que nous avons des victoires juridiques, à chaque fois, eh bien, les exploitants éoliens font changer les lois. Tout récemment, la Cour de cassation a donné raison à une association environnementale, puisque notamment les rapaces sont détruits par les pales éoliennes. La Cour de cassation donc, a condamné un exploitant éolien pour destruction d'espèces protégées. Eh bien, comme l'a dit le président de la République, il ne faut pas l'imposer de là-haut. Eh bien, la loi en cours de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat prévoit le régime impératif majeur qui prévoit d'occulter toute disposition sur la protection des espèces protégées. Il sera donc ce sera une règle impérative majeure qui outrepassera toutes les règles sur les espèces protégées. Et je ne vous parle même pas des discussions, puisque les exploitants éoliens ont obtenu l'indemnisation de la non-rémunération des éoliennes quand elles ne tournent pas. Article qui prévoit que lorsque les éoliennes ne produisent pas, elles sont compensées par leur aléa climatique.
Et si d'aventure ils lancent un projet éolien et qu'ils engagent des frais, il y a un fonds de garantie qui prévoit l'indemnisation de tous les frais dans l'hypothèse où leur parc éolien serait refusé par le préfet, par le tribunal administratif ou par le conseil d'État in fine. Donc c'est pile je gagne, face je gagne, et si je joue pas, je gagne quand même. Enfin, je crois qu'on n'a jamais vu un tel modèle économique, avec un prix garanti à 91 € le mégawattheure, qu'on ait besoin d'électricité ou pas. Prix garanti, c'est prix garanti. Donc, si vous voulez, on a affaire à une filière qui a un tel niveau de rémunération, on peut faire ce qu'il veut avec les parlementaires. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on va saisir le Conseil constitutionnel, on a déjà un avocat qui travaille dessus, mais enfin, c'est quand même extrêmement grave, très très grave. Alors j'ai écrit un livre, Éolienne, la face noire de la transition écologique, qui m'amène ici ce soir. J'en ai écrit un autre, Nucléaire, les vérités cachées, puisqu'on ne peut comprendre la question du mix énergétique et de l'éolien sans, on ne peut pas le comprendre sans avoir une explication aussi de la question du nucléaire, même si ce soir je vais vous parler plus particulièrement des éoliennes. Alors, vous avez déjà eu un échantillon, je dirais, assez, comment dire, assez révélateur du problème, mais je crois que je vais vous énerver, parce que je vais vous en rajouter une couche. Alors, le site Greenpeace nous dit « Les éoliennes comme des bouquets de fleurs pour la transition énergétique ». Alors moi je les vois, hein, les marguerites dans les cheveux de Greta Thunberg. Vous voyez, vous les voyez? Eh bien non, Greenpeace. D'ailleurs Greenpeace, soit dit en passant, qui, comme l'Allemagne est en train de baisser les centrales nucléaires, a dit que finalement, en transition, c'était pas mal de réouvrir les centrales au charbon. Greenpeace, hein, Allemagne. Évidemment, puisqu'ils n'ont plus le gaz russe, alors ils détruisent les villages. Hein. Il y a actuellement un village qui est détruit parce qu'il faut développer la mine de charbon. Alors, le bouquet de fleurs qui pourrait nous laisser à penser que les éoliennes sont écologiques, eh bien, je vais vous décrire par le menu le mode de production et de fabrication d'une éolienne, et rien qu'en analysant les modes de fabrication d'une éolienne, on va voir que derrière la communication qu'on nous fait passer pour des jolies marguerites, on est très loin d'avoir quelque chose d'écologique. Et donc le premier élément de langage de la filière éolienne, c'est de dire les éoliennes sont écologiques. Et donc on va analyser les 3-4 éléments de constitution d'une éolienne. D'abord le socle, la tige. Alors voilà, le socle en béton est d'abord assuré par un ferraillage de 50 tonnes minimum. 50 tonnes, image suivante, que l'on va parsemer de 1500 tonnes de béton. Et vous pouvez constater ici qu'il y a à peu près 2 mètres de dénivelé entre le socle en béton et le terrain. Alors c'est pas le fruit du hasard, c'est parce que la législation impose de décaisser les éoliennes en fin de vie à hauteur de 1 mètre dans les zones naturelles et de 2 mètres dans les zones forestières. La législation a légèrement changé. Désormais, le préfet devra recevoir un rapport de l'exploitant éolien demandant une dérogation pour n'avoir à raboter que 1 mètre ou 2 mètres. En tout état de cause, il faut comprendre une chose que le bon sens paysan devrait faire comprendre aux personnes qui veulent installer des éoliennes sur leur terre. Je voyage dans toute la France et je voudrais quand même alerter les agriculteurs ou les propriétaires sur ce point suivant. Pourquoi un exploitant éolien va-t-il verser 10 000 € par an par mât éolien en moyenne, alors qu'il peut acheter la terre, 1 hectare, c'est quoi? 5 000 €? 10 000 €? Pourquoi?
exploitant éolien accepte-t-il de payer 40 fois la valeur des terres? Ben, c'est très simple. On a eu le début d'explication dans le film. C'est que, non, on revient, voilà. C'est que le coût d'un démantèlement d'éoliennes est de l'ordre de 500 à 600 000 euros hors socle. Hors socle, parce que le devis qui est montré, c'est hors socle. Et on a plutôt trouvé des devis entre 500 et 600 000 euros. En fin de vie, imaginez que demain, il n'y ait plus de tarif garanti. Toutes les sociétés éoliennes détiennent juste le droit d'exploiter l'éolienne. Ils ne sont pas propriétaires de l'éolienne. Qui est propriétaire de l'éolienne? C'est le propriétaire terrien, en vertu du Code civil. Donc, comme la plupart des sociétés d'exploitation éolienne appartiennent à des holdings qui sont dans des paradis fiscaux, on sait que structurellement, toutes les sociétés qui détiennent les droits d'exploitation sont structurellement déficitaires. Donc le jour où on arrête de donner un prix garanti aux éoliennes, la société d'exploitation est liquidée et le propriétaire se retrouve avec 10 éoliennes. Ah, certes, il a touché des revenus pendant 10 ans, ou 20 ans, mais il se retrouve avec 10 éoliennes sur son exploitation agricole, dont il aura la responsabilité en vertu du Code civil. Et j'ai fait déposer un amendement en ce sens, qui a été considéré comme irrecevable. C'est que la garantie que doit payer l'exploitant éolien, c'est 50 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations. C'est pas avec 50 000 euros que vous allez le voir. Donc certes, il y aura 50 000 euros qui seront versés par la Caisse des dépôts et consignations, mais le propriétaire sera ruiné. Moi, j'avais déposé par un député de la majorité un amendement et un député de l'opposition un amendement disant que en fin de vie, l'exploitant devait provisionner 200 000 euros par mégawatt installé. Donc une éolienne, ça fait 2 mégawatts en moyenne, ça faisait 400 000 euros. Voilà. C'est le minimum. Pour éviter que les personnes soient ruinées. Évidemment, ça a été contesté. Donc vous voyez, déjà, vous avez la raison pour laquelle vous avez un dénivelé de 2 mètres, parce que les exploitants éoliens ont bien compris qu'en les mettant 2 mètres plus bas, déjà, ils ont le problème du décaissement qui n'est plus à l'ordre du jour. Deuxième élément, un instant, la nacelle. Vous voyez la nacelle, c'est la petite boîte derrière les pales. C'est là où vous avez la turbine, hein, c'est une dynamo de vélo, hein, titre de comparaison, et c'est ce qui va transformer le vent en électricité. Pour faire ces nacelles, il faut des terres rares ou métaux rares. En principe, le néodyme. C'est tellement polluant, les métaux rares, tellement polluant, que les pays occidentaux ont arrêté d'exploiter les terres rares. C'est en Chine. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Et c'est en Chine qu'on fait l'extraction de terres rares. C'est à Baotou. Alors je vous explique. Pour faire 1 kilo de terre rare, on va charrier des tonnes et des tonnes de terre. C'est très écologique. Et pour récupérer 1 kilo de néodyme, dont je précise, il faut 200 kg de néodyme dans une éolienne sur terre, et 1 tonne de néodyme pour une éolienne en mer. On va passer cette terre à 10 bains d'acide oxalique et sulfurique. 10 fois. Image suivante. Et donc, les effluents, ça s'appelle un lac toxique. Vous voyez, là, tout là, vous avez l'usine derrière, et tout ça en Chine, ils balancent les effluents d'acide sulfurique, oxalique, et image suivante. Et ça, c'est un peu de vapeur, je ne sais pas si c'est de la vapeur d'ailleurs. Enfin, en tout cas, ça ne doit pas être terrible. Il n'y a pas beaucoup de vie là-bas. Donc, évidemment, les bonnes consciences écolos des quartiers bobos de Paris, là, qui veulent installer des éoliennes chez vous, et je les connais bien, hein, parce que moi, j'habite Versailles quand je ne suis pas dans la campagne, et ils délocalisent la pollution. Hein, ça, ils s'en foutent. Alors, c'est pas grave, il y a des enfants qui ont des leucémies, parce que
évidemment, les effluents partent dans les nappes phréatiques. Vous voyez, ça, c'est déjà problématique. Image suivante. Ça, c'est le travailleur. Donc, il y a des témoignages avec de l'acide sulfurique, ça dissout les poumons. Enfin bon, c'est pas terrible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les fabricants d'éoliennes sont en train de faire faillite, parce que la Chine est en train de faire du dumping, parce que comme ils concentrent tous les terres rares, ils sont en train de faire monter le prix de production des éoliennes. Donc ça commence à tirer sur les fabricants d'éoliennes. Donc ça, c'est les nacelles. Et vous allez voir les pales. Les pales d'éoliennes, elles sont composées avec de la fibre de verre et de fibre de carbone, pour être léger, mais elles ont dedans, comme matériel, du balsa. Et le balsa a une particularité, c'est qu'il est exclusivement extrait dans les forêts amazoniennes. Et comme il y a une forte demande de bois balsa, parce que c'est très léger le balsa, eh bien les cultures de balsa ne servent pas. Il n'y a pas assez. Donc on va directement dans la forêt amazonienne. Donc vous avez bien compris que pour sauver la planète et décarboner notre société, on est en train de faire la déforestation amazonienne, qui est un puits de carbone, pour sauver la planète. Voilà. Déforestation amazonienne. Vous voyez l'hypocrisie. Mais le problème, bon, déjà, vous avez le balsa. Bon, plusieurs tonnes de balsa dans une pale. Hein. Et la fibre de carbone et la fibre de verre, c'est tellement dur, parce que ça doit être très dur et très léger, et bien qu'on ne sait pas recycler. Et si on les brûle dans des cimenteries, ça fait une fumée cancérigène comme le cancer de l'amiante. Alors on a trouvé une solution plus efficace, et bien on les plante dans la terre. Peut-être que Greta va penser qu'on va pouvoir en faire des bouquets de fleurs. Image suivante. Voilà. Celle-là, elle est bien encore. La suivante. Voilà. Celle-là, c'est ma préférée. 870 pales d'éoliennes à Casper, dans le Wyoming. Bon, 870, vous divisez par 3, ça fait 250, 300, quoi. Vous imaginez, en France, il y en a 8500. Ça fait 25 000 pales. Si là, ils les mettent dans les décharges, on va être obligé de les mettre où? Alors, ils nous disent... Alors, après la publication de mon bouquin, ils m'ont dit, Vestas a écrit un article, on a trouvé une solution pour recycler les pales éoliennes. Et après, ils mettent d'ici 2040. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Alors, vous voyez, déjà, si on analyse les éléments de constitution d'une éolienne, déjà, c'est mal barré pour l'écologie. Alors, on nous dit, après, les éoliennes sont productives. Alors ça, c'est, on a eu le début dans le film, ça produit. Eh bien, comme vous avez pu le constater, les éoliennes, ça ne marche pas tout le temps. Ou du moins, ça ne tourne pas tout le temps. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand il y a trop de vent, on est obligé d'arrêter. Quand elle ne tombe pas, bon, il y en a une qui est tombée à Noirmoutier, pof, le 1er janvier en 2018. Et puis, quand elle tourne, ben, c'est pas parce qu'elle tourne qu'elle produise, donc il y a un créneau qui est petit. Elles sont intermittentes. L'intermittente est établie par le facteur de charge. Je vous fais court. Le facteur de charge, c'est quoi? C'est la comparaison entre la production théorique maximum, donc c'est facile, il y a 8760 heures dans une année, une éolienne, ça fait 2 MW en moyenne, vous multipliez 2 par 8760 et vous avez la production théorique en mégawatts. Puis vous regardez ce qu'elle a produit réellement. Eh bien, le parc éolien français, c'est 21, pardonnez-moi, j'ai fait une petite coquille, produit 21,6% de sa capacité maximale de production. Vous imaginez que vous vous comparez avec une usine de voitures qui est capable théoriquement de produire 100 voitures dans l'année.
et qui, alors qu'elles produisent et qu'elles tournent 80% du temps, hein, c'est ce que nous disent les exploitants éoliens. Ah oui, mais elles tournent 80% du temps. Oui, elles tournent, mais elles ne produisent que 22 bagnoles. Donc, je ne sais pas moi, mais j'aurais un directeur d'usine qui aurait la possibilité de fabriquer 100 bagnoles dont l'usine tournerait 80% du temps et qui fabriquerait que 21 voitures. Ça aura un petit problème en termes d'efficacité. Donc vous l'avez vu. Alors, le pire, c'est que, ça c'est tout récent, c'est les chiffres de la Commission européenne. C'est un article des Échos de septembre 2022. Vous voyez, c'est à 4 mois. Image suivante, c'est que nous avons une baisse historique des vents en Europe. Depuis 40 ans, on n'a jamais eu aussi peu de vent. Le problème, donc vous voyez tous les pays en bleu, c'est les pays où vous avez eu une baisse de production éolienne. Et il faut savoir que quand vous avez une réduction de 10% du vent, vous avez une réduction de la productivité de 27%. Et donc ça fait 40 ans, on n'avait jamais eu aussi peu de vent. Alors qu'est-ce qui se passe là? Comme on n'a pas de vent, on est obligé d'utiliser des centrales à gaz. Et comme les Allemands n'ont plus de gaz russe, eh ben, ils sont obligés d'utiliser des centrales au charbon. Image suivante. Le programme de Copernicus, c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne. Les implications potentielles pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe deviennent dès lors évidentes lorsque l'on considère l'importance du secteur de l'énergie éolienne dans chacun de ces pays. Voilà, crise énergétique. Et comme notre système énergétique est basé sur le merit order, ben qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de vent. On est obligé d'importer du gaz ou du charbon. Et comme le système électrique européen est basé sur l'unité de production la plus chère, l'usine au charbon électrique augmente et nous sommes contraints par l'augmentation alors que nous avons le système électrique le moins cher en Europe. Et donc, nous mutualisons avec les Allemands qui sont obligés d'utiliser du charbon et du gaz à cause de la baisse de la production éolienne, et nous payons la facture électrique des Allemands qui, eux, fonctionnent avec du charbon et du gaz complétés par leurs éoliennes. Et comme ils sont malins, ils avaient compris aussi que comme ça ne suffisait pas, il fallait nous vendre leurs éoliennes. C'est pour ça que 65% des éoliennes installées en France sont allemandes et 30% sont danoises. Et comme l'a dit Hervé Macheneau, 45% des sociétés d'exploitation en France sont allemandes. Donc en plus, ils nous vendent à prix garanti sur notre sol de l'électricité. Enfin bon, c'est la totale. C'est énervant. Et alors, là, c'est un document passionnant parce que c'est l'atlas du GIEC. L'atlas du GIEC, hein, Saint-GIEC. Non, mais Saint-GIEC. Donc vous avez là, en très très bleu, les prévisions de baisse des régimes de vent en Europe. Plus c'est bleu, moins il y aura de vent. Plus tard, hein. Et vous avez bien pas oublié que le problème, c'est que s'il y avait beaucoup moins de vent, avec le facteur 27, ça produit beaucoup moins d'électricité. Dans un facteur 3, on va dire. Bon. Alors, j'ai pris il y a 2 ans, mais c'est presque pareil. Là, c'est un peu, malheureusement, on émet plus de gaz à effet de serre pour notre mix électrique. Pourquoi ? Parce que nous sommes importateurs. Et que comme nous importons, alors on n'importe pas de l'électricité au nucléaire parce que les Allemands n'ont plus de nucléaire. Alors par contre, on importe de l'électricité au charbon. Hein. Alors ça dépote.
puisque Fessenheim a été fermé. Soit dit en passant, je vous fais une petite parenthèse. J'ai fait le calcul, parce qu'on nous a dit que Fessenheim n'aurait pas répondu à la crise énergétique. Donc j'ai pris la production de Fessenheim, 12,4 TWh en 2019. J'ai pris la comparaison avec le solde importateur, puisque nous avons la joie, en 2022, d'être importateur pour la première fois depuis 40 ans. 14 TWh. C'est-à-dire que ce que produisait Fessenheim équivaut bon an mal an à 10% près les importations que nous avons réalisées en 2022. Alors on a achevé Fessenheim, hein, c'est lessivé, ils ont passé à la soude le réacteur nucléaire, donc quand je disais dans les médias qu'on pouvait relancer Fessenheim, eh bien depuis ce mois-ci c'est fini. Ils l'ont tué. Avec le nucléaire, 52 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Ok? Maintenant on prend l'Irlande. L'Irlande c'est intéressant parce que l'Irlande a complètement abandonné la panne nucléaire. L'Irlande, 425 grammes. Alors l'Irlande, on prévoit, c'est quand même le modèle basé sur l'éolien. Mais le problème, c'est que quand les éoliennes ne marchent pas, vous voyez, là on voit l'éolienne, 25% de la consommation, et bien on est obligé de mettre en marron du charbon, du gaz en violet et du fioul en marron. Et bien ça émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Et ça décarbone l'éolien. Image suivante. Alors j'ai pris un autre jour, là, l'Allemagne. 6% d'éolien. 38% de charbon, 16% de gaz. Et alors aujourd'hui c'est pire. Hein. On pourra regarder tout à l'heure si vous voulez sur Internet. Vous avez accès à Internet ou pas sur l'électricité. Aujourd'hui on était à 750 grammes de CO2 par kilowattheure produit. L'Allemagne. Ils avaient 6% d'éolien. Alors que l'éolien représente, avec le solaire, 55% de leur mix électrique. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont presque 50% de leur installation en solaire et en éolienne. Et vous voyez, ils nous émettent aujourd'hui 750 grammes. Et c'est ce qui contribue à ce que nous soyons, nous, moins bons, puisque nous importons, comme je l'ai dit. Donc, les éoliennes ne servent pas à la décarbonation électrique. Bilan carbone par pays, Allemagne 500 grammes, électricité en France 50 grammes et en Suisse 20 grammes, parce que la Suisse c'est barrage plus nucléaire. Les éoliennes sont compétitives. Alors ça, c'est très intéressant, parce que les promoteurs éoliens nous disent on est arrivé à compétitivité. Ça ne coûte plus rien les éoliennes. Alors moi j'ai fait un comparaison avec les chiffres de la Cour des comptes. Pour une centrale nucléaire, le coût du nucléaire historique c'est 1,3 million d'euros le mégawatt. Mais comme vous l'avez vu, pour avoir la même production d'électricité, il faut multiplier par 3, puisqu'on a un facteur de charge de 21%. Je ne sais pas si je suis clair. Comme une centrale nucléaire produit 70 à 80%, il faut 3 fois la puissance installée pour avoir la même chose que le nucléaire. Donc on multiplie le coût du mégawatt, c'est 1,4 million, ça fait 4,2 millions d'euros. Pour un mégawatt de nucléaire, il faut à 1,3, il faut 4,2. Mais comme une éolienne n'a qu'une durée de vie de 20 ans, et encore je suis généreux, et qu'une centrale nucléaire a une durée de vie de 60 ans, on arrive à 12,6 millions d'euros pour la même production d'électricité, sachant que d'un côté on a une électricité intermittente qui doit être compensée par des centrales à gaz et à charbon, et de l'autre côté on a une électricité puissante, que je n'ai pas pris dans mon chiffre, que l'autorité de sûreté nucléaire est en train d'envisager la prolongation à 80 ans de nos réacteurs nucléaires, et que je n'ai pas pris dans mon chiffre le fait que le facteur de charge d'une éolienne, selon une étude anglaise, passe de 22% au bout d'un an à 15% au bout de 10 ans et 10% au bout de 15 ans. C'est pas terrible, hein? Alors par contre, les exploitants éoliens, ils ont des belles plaquettes en papier glacé.
Là, quand je suis allé l'autre jour à Besançon, là, ils m'ont fait une campagne contre moi, ils ont essayé d'empêcher que je parle et tout, évidemment. Je suis pas gentil. Hein. Alors, je précise que tout ce qui est mentionné dans mes livres, tout ce qui est là, sont des informations officielles de sources les plus sérieuses qui soient, comme vous pouvez le constater, le GIEC, Reuters, le ministère de l'écologie, Electricity Map. Il suffit de piocher dans les informations. Maintenant, l'emprise au sol, ça c'est très intéressant. Et je vais comparer avec l'éolien en mer parce que ça vous donne une petite idée. J'ai pris Bugey. Bugey, c'est une centrale nucléaire, parce que une centrale nucléaire, c'est 1 km². Donc on a environ 28 centrales nucléaires en France, on a 56 réacteurs, on mobilise, bon an, mal an, une trentaine de kilomètres carrés. Maintenant, on prend une centrale nucléaire, Bugey, qui est installée sur 1 km². Je me suis dit combien il faut pour compenser Bugey en éolienne en mer. Puis après, je vous dirai en éolienne sur terre. Eh bien, je pensais qu'il fallait quelques centrales. Mais non, vous avez probablement entendu parler de la centrale éolienne au large de Saint-Nazaire. Eh bien, il faut toutes celles qui sont au projet. Il faut les 7 centrales entre Dunkerque et Noirmoutier, soit 450 éoliennes de 200 mètres de haut. On a la même puissance, mais on a 2 fois moins de production. Donc en réalité, pour compenser la centrale de Bugey, il faut 1000 éoliennes sur 1000 km², soit 13 fois les centrales éoliennes de Saint-Nazaire. Et maintenant, si on fait avec le sur-terre, pour compenser la centrale de Bugey, sur 1 km², il faut 4 à 5000 éoliennes terrestres, c'est-à-dire les 2 tiers des éoliennes installées en France. Et on a bousillé Fessenheim. Non mais, vous voyez, il n'y a aucune urgence à installer des éoliennes. C'est mort. Je leur ai dit, non, ils ne m'écoutent pas. Tous. Je leur dis à tous. C'est du bon sens, c'est simple. Enfin, le dernier élément de langage, c'est les éoliennes rapportent à l'État. Vous avez entendu? Parce qu'effectivement, on a une petite particularité, ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que là, jusqu'à présent, on utilisait les chiffres anciens. Donc, image suivante, voilà. Donc, pour les éoliennes terrestres, le prix garanti 91 € le mégawattheure. Pour les éoliennes en mer, 180 € le mégawattheure. Prix spot 2020, 30 € le mégawattheure. La différence entre 30 € et les autres, c'est financé soit par la CSPE, soit par la TIPCE, la fameuse taxe carbone qui est à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Donc ça, c'est facturé sur le contribuable. Par ailleurs, il faut raccorder. Parce que tant qu'on avait nos centrales nucléaires, on mettait une bonne ligne à haute tension, hop, il y avait 28 ou 23, je ne sais plus, peu importe. Il y avait 56 réacteurs nucléaires, on fait des grandes lignes et c'est réglé. Mais à chaque fois que vous mettez une éolienne, il faut une ligne à haute tension. Si vous parsemez la France d'éoliennes, vous devez parsemer la France de lignes à haute tension. Donc vous ne les mettez pas dehors, vous les mettez enfouis. Et donc ça coûte très très cher. Et donc le président de RTE, M. Kajézik, a évalué dans les Échos à 100 milliards d'euros rien que le raccordement. Juste pour vous donner un ordre d'idée, 100 milliards d'euros, le coût historique de notre parc nucléaire, c'est 90 milliards d'euros. Je vais vous énerver encore. Parce que juste c'est votre argent, donc je dis ça comme ça, c'est bien aussi. Donc 150 plus 100 milliards, ça fait 250 milliards d'euros. Sauf que, effectivement,
la particularité, c'est que le prix spot, à cause du marché que je vous ai expliqué tout à l'heure, a explosé. Et on est arrivé à des prix spot à 200 €, à 300 €, à 400 €. Bref, c'est la fête. C'est la fête des spéculateurs. Alors il y a des exploitants éoliens qu'on dit, il y a eu deux catégories. Il y a les exploitants éoliens qu'on dit, ah ben voyez, la différence, parce que au-dessus de 91 € le mégawattheure, il doit rendre à l'État. Donc évidemment, il dit, nous avons rapporté à l'État. Mais il n'y a pas d'argent magique, hein. La différence entre 91 € et le prix spot, ça vient d'où? Ça vient du consommateur. C'est-à-dire que quand les promoteurs aériens disent nous rapportons de l'argent à l'État, il faut entendre nous vous coûtons, vous consommateurs, beaucoup plus d'argent. Et cet argent va revenir à l'État. Et l'État dit je vais financer le bouclier tarifaire. En gros, il finance le bouclier tarifaire avec notre argent. C'est génial. Et les exploitants éoliens disent entre les deux, c'est grâce à nous. Vous voyez, l'éolien, ça rapporte. C'est ça le système. Alors il y a des aigres fins dans les exploitants éoliens qui ont dit, ah mais moi je veux plus du prix garanti. Alors ils ont enlevé le prix garanti. 7 milliards ça coûte à la France. Allez hop. Bah oui, parce que eux, ils veulent plus du prix garanti parce qu'ils veulent récupérer le prix à 300 ou 400 € le mégawattheure. Bon, faut être sérieux. Il y a actuellement une commission d'enquête sur l'énergie. Je leur ai envoyé mes 2 livres, grâce à un député qui a déposé, etc. Ils m'ont entendu, hein, j'ai déjà été auditionné en commission d'enquête en 2019 à l'Assemblée nationale, à l'initiative du député Julien Aubert, mais là ils ne veulent pas nous entendre, parce qu'ils veulent effectivement continuer à garder le business pour les exploitants éoliens. Donc voilà, je voudrais en finir là, pour vous encourager, image suivante, à vous battre pour la préservation de vos campagnes. Parce que quels que soient les éléments de langage qui vont être dévoilés par les exploitants éoliens, rassurez-vous sur un point, ils détruiront votre environnement pour assurer la plénitude de leur portefeuille. C'est ça aujourd'hui. Malgré les bons mots, malgré les voyages, malgré les belles plaquettes sur papier glacé, ils ne veulent que votre malheur et il faut que vous vous défendiez. Préservez votre environnement, préservez vos villages de cette pollution et de cette atteinte très grave au cadre de vie de vos concitoyens. Merci de votre attention et merci de votre présence.